À Luanda en Angola de la quadripartite RDC, Angola, Rwanda, Ouganda. Au menu de ce sommet, analyser les questions relatives à la situation socio-économique et sécuritaire de la région. Freddy Matungulu, désigné par le président de la République, nouvel administrateur de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale. Il devra désormais se consacrer à cette lourde tâche lui confiée. L'utilisation de tout autre vaccin contre Ebola est interdite dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Décision du ministère de la Santé. C'était à l'issue d'une consultation internationale sur la vaccination contre la maladie à virus Ebola. Au Soudan, l'armée a déjoué une tentative de coup d'État jeudi. Affirmation d'un représentant du conseil militaire au pouvoir depuis la chute d'Omar El-Béchir en avril dernier. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. L'actualité, c'est d'abord le sommet quadripartite de la région de Grand Lac qui s'ouvre ce vendredi à Luanda en Angola. Ces assises vont réunir les chefs d'État du pays hôte, de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda. Ils vont, selon le diplomate angolais José João Manuel, analyser les questions relatives à la situation socio-économique et sécuritaire de la région. La veille, le chef de l'État congolais a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola en RDC, venu lui faire ses adieux au terme de son mandat de plus d'une décennie. Le chef de l'État qui a désigné Freddy Matungulu comme nouvel administrateur de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, poste attribué à la République démocratique du Congo pour un mandat de 3 ans, ce qui, selon Freddy Matungulu, impose un devoir de réserve et dit prendre distance avec les activités politiques pour se consacrer en priorité aux efforts collectifs attendus à la Banque africaine de développement. Ce communiqué qui circule sur la toile vient confirmer que Freddy Matungulu, l'un des 5 leaders restants de la coalition Lamuka, va siéger au conseil d'administration de la Banque africaine de développement, où il va occuper les postes d'administrateur pour le compte de la République démocratique du Congo, 3 ans durant. Son mandat est renouvelable une fois. L'opposant a été proposé à ce poste par le président Félix Tshisekedi. En acceptant ce poste, Freddy Matungulu s'éloigne de la coalition Lamuka, qui a déjà perdu un de ses leaders, Antipas Mbusa Nyamwisi. Lui a rejoint officiellement les camps de Félix Tshisekedi pour aider à combattre les groupes armés dans l'est du pays et l'épidémie Ebola. Avant la fin de ce mois, Moïse Katumbi Tshapwe, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito devraient se réunir à Lubumbashi. Matungulu, dont la participation devient incertaine, devrait succéder à Moïse Katumbi à la tête de la Mouka dès le 31 juillet, une fonction qui ne va plus occuper. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement est composé de 20 membres qui ne sont ni gouverneurs suppléants. 13 membres sont élus par les gouverneurs des pays membres régionaux et 7 par des gouverneurs des pays membres non régionaux. Après Gabriel Kyungu Akumwanza, Antipas Mbusa Nyamwisi, Freddy Matungulu est le 3e leader de la Mouka à dire tout haut, prendre ses distances avec cette plateforme et se rapprocher de Félix Tshisekedi, alors qu'il devait prendre sa coordination d'ici quelque temps, pour une durée de 3 mois, après Moïse Katumbi Tshapwe. Avec cette brusque évolution, Freddy Matungulu ne devrait plus prendre les commandes de la coalition Lamuka. Un vrai coup politique pour le président Félix Tshisekedi qui réussit peu à peu à fragiliser ceux qui contestent toujours son élection. Déjà, une réunion du présidium de la Mouka se réunira toutefois le 24 juillet prochain à Lubumbashi, la toute première rencontre des 4 leaders dans le pays où ils devraient éclaircir l'avenir de la coalition. Situation politique à la FDCA, on en parle encore. La conférence des présidents de ce regroupement, élargie aux élus, réunie jeudi à l'hôtel Meriba de Kinshasa, a réitéré son soutien à Modeste Bahati Lukwebo. Dans une déclaration, elle dit maintenir sa candidature au poste de président de la Chambre haute du Parlement.
Il prend désormais son indépendance vis-à-vis du Front commun pour le Congo FCC. Le regroupement politique FDCA quitte ainsi le FCC, décision prise au cours de la conférence des présidents, organe suprême de ce regroupement, l'une des grandes formations politiques de la République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre de grande envergure à l'hôtel Meriba à Kinshasa, la présence de tous les cadres était indispensable pour se prononcer sur le sort de la FDCA. Prenant la parole, Modesto Bahati Lukwebo révèle leur position. La FDCA prend ses distances vis-à-vis du FCC, position acceptée à l'unanimité. Sommes-nous d'accord? Ceux qui veulent que nous puissions prendre notre autonomie, qu'ils le manifestent. Et c'est le rapporteur de la FDCA, Rémi Moussounga Ibampale, qui a rendu public cette déclaration. Dénonce le climat de haine, d'animosité et les règlements des comptes devenus un mode de gestion au sein du FCC. Note que la conférence des présidents des partis et personnalités politiques demeure l'unique organe compétent habilité à engager l'FDCA, et ce, par la personne de son président et autorité morale, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo. En conséquence, elle fait observer que la déclaration faite en date du 5 juillet par un groupuscule d'élus et de non-élus de notre regroupement ne peut engager l'FDCA. En santé, le ministère de tutelle a fixé l'opinion au sujet de la confusion sur les vaccins contre l'épidémie d'Ebola. Dans une note circulaire datée du 10 juillet et parvenue aujourd'hui à nos confrères de 7sur7.cd, le ministère de la Santé, par l'entremise de Oli Ilunga, a précisé que seul le vaccin RVSV-Zebov est utilisé dans la lutte contre Ebola. Il a cependant indiqué que l'utilisation de tout autre vaccin contre cette maladie est interdite dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est au terme d'une consultation internationale sur la vaccination contre la maladie à virus Ebola, tenue du 28 au 29 juin à Kinshasa, que cette décision a été prise et écoulée par la suite dans une note circulaire datée du 10 juillet dernier. Après 2 jours de consultation et discussions, le ministère de la Santé a conclu que l'introduction d'un deuxième vaccin ne fait pas partie du 4e plan stratégique pour la riposte et il n'y a pas à ce jour crise d'approvisionnement du vaccin RVSV-Zebov et la RDC a déjà adopté la dose ajustée. Les nouveaux vaccins proposés ne pourraient éventuellement être intégrés dans l'arsenal préventif national contre la maladie à virus Ebola que lorsque leur efficacité sera établie. Le ministère de la Santé reste ouvert sur le plan scientifique à recevoir des propositions éventuelles des producteurs de vaccins expérimentaux qui souhaiteraient évaluer leurs vaccins en RDC. Cependant, vu les risques de confusion, les problèmes de communication et les risques d'amalgame entre les vaccins RVSV-Zebov actuellement utilisés et les autres vaccins qui n'ont pas les mêmes niveaux d'évidence, je porte à la connaissance de tous les acteurs de la santé, tant nationaux qu'internationaux, que l'utilisation de tout autre vaccin contre la maladie à virus Ebola est interdite dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, a prévenu le ministre de la Santé, Oli Ilunga. En conséquence, Martin le ministre, aussi essai clinique vaccinal ne sera autorisé durant la 10e épidémie sur toute l'étendue du territoire national. Et puis les autorités congolaises appuyées par le Fonds de l'ONU pour l'enfance et Médecins sans frontières ont lancé jeudi une campagne urgente de vaccination contre la rougeole en Ituri, cette province qui est ravagée, vous le savez, par une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola ainsi que des violences armées. La campagne cible quelques 67 000 enfants dans la province de l'Ituri, d'après l'UNICEF. Le premier site ciblé par la campagne de vaccination contre la rougeole sont les 4 camps de déplacés du chef-lieu de l'Ituri, de Bunia, qui ont connu un afflux massif de familles déplacées ces dernières semaines. Dans cette province, où plus de 300 000 personnes ont fui les violences attribuées par l'armée à la milice des Ngujolo, déclenchées depuis début juin, ont enregistré plus de 5 400 cas de rougeole et 50 décès, d'après les derniers chiffres officiels. Sur l'étendue de la République,
La maladie fortement contagieuse a déjà causé 1981 décès depuis janvier. Plus de 2/3 des victimes sont des enfants de moins de 5 ans. Au 23 juin, près des 115 000 cas suspects de rougeole avaient été signalés, soit beaucoup plus que le 65 000 cas enregistrés en 2018. Pour les milliers de familles vivant dans des camps de déplacés, surpeuplés et insalubres, la menace combinée d'Ebola et de rougeole est sans précédent. La campagne contre la rougeole ne se mènera pas sur base des normes classiques du fait de l'épidémie d'Ebola. Elle doit comporter des mesures supplémentaires de protection et un triage minutieux. Les agents de santé devront porter une blouse pour éviter tout contact avec les sangs ou d'autres liquides biologiques, souligne le communiqué publié par l'UNICEF. Rendons-nous dans le Haut-Katanga où le directeur de la région sud, Snell Katanga, a présenté au gouverneur de province 37 transformateurs de 500 et 630 kVA entreposés dans le dépôt de cette société. Ces matériels commandés et achetés dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République devront desservir les Haut-Katangais en énergie électrique. Chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga se montre de plus en plus très déterminé à donner un nouvel éclat à son entité, et cela chaque jour qui passe. C'est ce que justifie sa présence, même tard dans la nuit, sur les artères de Lubumbashi. La soirée de ce mercredi 10 juillet 2019, Jacques Yaboula Kato était accompagné de son vice-gouverneur et quelques membres de son gouvernement dans cette visite d'inspection de travaux d'éclairage public qui s'effectue sur la chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila. Sur place, les explications techniques lui ont été fournies à propos de la qualité des lampadaires placés sur cette avenue. C'est en seulement 48 heures qu'une grande partie de cette artère principale du centre-ville de Lubumbashi est garnie d'illumination et les Louchois s'en réjouissent. Non, quand même, éclairage public, il dit, comme on vient de nous placer les réverbères, ça nous réjouit profondément. On voyait l'éclairage public lorsque nous étions encore plus jeunes. Et pour le gouverneur Jacques Yaboula qui a pris cette initiative, chapeau bas. Il vient de faire une très bonne chose pour les Louchois. Nous retrouvons la ville de Lubumbashi d'il y a 15 ans, 20 ans. En principe, le gouverneur ne devrait pas être sur terrain à 7 heures, mais lui, il travaille même à 21 heures. C'est quelqu'un que nous devons accompagner. Il faut dire qu'en 2 mois seulement, depuis sa prise de fonction à la tête du Haut-Katanga, le très pragmatique gouverneur Jacques Yaboula Kato a déjà réussi à apporter de l'éclairage sur plusieurs avenues des grandes utilités de Lubumbashi qui sont restées plusieurs années dans l'enveloppe de l'obscurité. L'on peut citer dans la foulée les avenues Kyubo de la commune Katoba et Femmes Katangaise de la commune Lubumbashi. C'est justement de cette façon que le numéro 1 du Haut-Katanga compte étendre les travaux d'éclairage public à panneaux solaires sur l'ensemble de la province. Dans le Lualaba, 9 jours seulement après la publication du gouvernement provincial, le ministre en charge de la décentralisation, Jean-Marie Kasséa, a rendu le tablier. Avec lui, un secrétaire exécutif adjoint du gouvernement, un acte mal perçu côté exécutif provincial. Selon l'un des responsables de la communication du gouverneur, les affaires de l'État devraient être considérées comme un sacerdoce. On écoute Momo Moulapou, joint par Josué Mouyumba. C'est possible, mais si cette logique là-bas est vraie, Momo Moulapou a beaucoup donné de son temps, de sa volonté, il a été au contact avec ses maigres biens, il a été faire tout ce qu'il a pu faire, et je n'ai aussi pas été, entre guillemets, récompensé, je ne vois pas en quoi est-ce que je n'aurais pas eu le droit, comme lui, M. Tshingamo Kasséa, de réclamer ou de partir ou de claquer la porte. Et je crois que plutôt c'est une question de conception, la conception qui est mauvaise. Je crois qu'on ne doit pas penser aux responsabilités politiques comme récompense, comme cadeau, comme gâteau. C'est ça la conception. C'est ce qui a fait souffrir ce pays jusqu'à ce jour. C'est qu'on conçoit toujours tout ce que l'on a comme responsabilité en termes de ce qu'on gagne dedans, plutôt qu'en termes de ce que nous devons faire gagner aux autres. Et c'est ce qui fait du Congo le pays le plus pauvre. Nous devons plutôt penser à ce que nous devons aux autres.
Dans l'actualité panafricaine, l'armée soudanaise affirme avoir déjoué jeudi une tentative de coup d'État, annonce faite par un représentant du Conseil militaire au pouvoir depuis la chute d'Omar el-Béchir en avril dernier. Cette tentative de coup d'État intervient alors qu'un accord avec les contestataires sur la transition devrait être signé dans les prochains jours. Dans une allocution retransmise en direct à la télévision nationale dans la soirée du jeudi dernier, le général Djamar Omar a affirmé que des officiers et des soldats de l'armée ainsi que de membres des services nationaux de renseignement, dont certains retraités, ont tenté de mener un coup d'État. L'armée a réussi à déjouer la tentative en ajoutant que 12 officiers et 4 soldats avaient été arrêtés, sans toutefois préciser quand cette tentative avait eu lieu. Une enquête est en cours pour déterminer qui était derrière le coup, a-t-il ajouté. Cette annonce survenue alors qu'une rencontre entre des représentants du Conseil militaire et des meneurs de la contestation se tenait à Khartoum pour finaliser les termes d'un accord sur la transition. Il s'agit d'une tentative de bloquer l'accord conclu entre le Conseil militaire de transition et l'Alliance pour la liberté et le changement qui vise à ouvrir la voie vers la réalisation des demandes du peuple soudanais, a déclaré le général Djamal Omar. Le 5 juillet, les deux parties ont annoncé qu'un accord avait été trouvé sur une instance chargée de gérer la transition pendant une période d'environ 3 ans. Cet accord prévoyait que les militaires président l'instance de transition pendant les 21 premiers mois et que les civils prennent la relève pendant les 18 mois restants. Depuis la chute d'Omar el-Béchir en avril dernier, c'est le Conseil militaire qui est au pouvoir. Allez, on passe au sport. CAN Égypte 2019. Les combinaisons des demi-finales sont connues à l'issue des derniers matchs de quart de finale joués hier avec les qualifications de l'Algérie et de la Tunisie. Les deux pays qui ont validé leur ticket pour ce dernier carré de la compétition ont éliminé respectivement la Côte d'Ivoire et le Madagascar. Ainsi, la Tunisie affrontera le Sénégal en première explication de ces demi-finales alors que l'Algérie sera face au Nigeria. Les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 mettront aux prises les pays de l'Afrique de l'Ouest aux pays du Maghreb. Les affiches de ces derniers carrés de la compétition ont été complétées à l'issue des matchs joués entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, Madagascar, Tunisie. En première explication, les Fennecs d'Algérie ont écarté les éléphants de la Côte d'Ivoire après la séance des tirs au but. 4 tirs marqués contre 3 alors qu'à l'issue du temps réglementaire, le score était d'1 but partout. Dans la seconde et dernière affiche de ces quarts de finale, les Aigles de Carthage ont battu et éliminé sans transpirer les Barrias de Madagascar sur le score de 3-0. Après une première mi-temps stérile, la Tunisie va finir par écrouler le mur du gardien malgache grâce à une frappe de Sassi qui sera contrée par Fontaine, les défenseurs malgaches, à la 52e minute de jeu, ce qui fera 1-0. Très affaiblis, les Barayas de Madagascar ne sauront pas dos déligné de la tête face à une équipe tunisienne très homogène. Les Fennecs vont ainsi continuer sur ce bel élan jusqu'à inscrire les 2 autres buts aux 66e et 90e minutes de jeu, respectivement par Msakini et Sliti. 3-0, ça sera le score au coup de sifflet final. Une première victoire de la Tunisie dans cette CAN qui la qualifie paisiblement en demi-finale où elle affrontera le Sénégal alors que l'Algérie matchera le Nigeria. Voilà, et on va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Ouverture ce vendredi à Luanda en Angola de la quadripartite RDC en